Ça n'a échappé à personne, de plus en plus nous sommes collectivement de plus en plus méfiants vis-à-vis des institutions, des médias, des politiques, des industriels. Eh bien nous avons peut-être de plus en plus besoin de confiance et comment y remédier peut-être par le truchement justement de cette traçabilité. Comment cette traçabilité peut nous aider à maîtriser les risques, à développer de la performance ou même à développer également, à faire du développement durable. C'est la question que nous allons poser durant les 30 minutes de cette table ronde à nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Pascal Bossan. Bonjour Pascal. Bonjour. Oui, on peut retirer les masques puisqu'on est à bonne distance. Vous êtes la fondatrice du cabinet de gestion de patrimoine Bossan Conseil. On est ravis de vous avoir à cette table. On accueille également Jacques Pomereau. Bonjour Jacques. J'enlève mon masque aussi, bonjour. Voilà, vous avez le droit. Directeur général France, Afrique et services au gouvernement de Bureau Veritas. Bienvenue. Merci. Et puis, par visioconférence, on est en compagnie de Guillaume Leduc. Bonjour Guillaume. Vous êtes cofondateur et directeur du développement d'Alima. Alima, c'est une association qui fait lien entre les ONG nationales et les instituts de recherche. Alors, effectivement, cette notion de traçabilité, on a défloré un peu le sujet à travers, vous avez vu, ces docu-fictions assez inquiétants. Nos auditeurs, nos téléspectateurs ont voté et c'est vrai que peut-être en ce moment, on est en train de peut-être vouloir sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité, pour peut-être retrouver, pourquoi pas, notre vie d'avant. Jacques, j'ai envie de vous poser la première question. Finalement, qu'est-ce que la crise a changé? Est-ce qu'on est devenu, comme je le disais, collectivement plus méfiant? Alors très certainement, on a vu une prise de conscience de l'ensemble de la société, les parties prenantes, les autorités, les consommateurs, les entreprises, des risques du quotidien. Et ça s'est bien vu sur la partie sanitaire. En fait, on observe deux facteurs. Premièrement, une prise de conscience de la complexité des sources d'approvisionnement, ce qu'on mange, d'où vient l'énergie que vous consommez. Et deuxièmement, une perte de confiance. Et le besoin d'être rassuré sur l'ensemble des acteurs. Oui, c'est vrai qu'après, on a eu tout au long on se souvient au cours de la dernière décennie, en tout cas de scandales sanitaires, scandales effectivement dans l'alimentation, mais scandales aussi financiers, Pascal Bossan, parce que c'est vrai qu'en parle de traçabilité, on en a besoin finalement à tous les étages. Bien sûr, même pour ces placements financiers, on a le sujet de la confiance qui est extrêmement important. Évidemment, on a les labels qui peuvent nous aider, que ce soit nous, distributeurs d'épargne ou simples particuliers ou épargnants, à flécher notre épargne pour quelque part être plus sûr ou plus certain finalement de, encore une fois, où va être investie notre épargne, de quelle manière, etc. Même si les labels peuvent être discutables, en tout cas, c'est une bonne solution pour nous accompagner. Ouais. Et puis ce fléchage effectivement de l'épargne ou de l'argent investi, il s'exprime aussi lorsqu'on parle finalement de dons. Et oui, les ONG, là aussi, on se souvient de scandales assez retentissants. Et on a besoin effectivement de cette traçabilité également dans les organisations non gouvernementales, dans les associations. Guillaume Leduc, pour vous, c'est un des principaux défis de tracer l'origine de l'argent. Alors je dirais de l'euro qui est envoyé par le particulier jusqu'à l'investissement et pour ce qui concerne Alima, du traitement que vous allez adresser aux populations. Oui, tout à fait. C'est vraiment un enjeu essentiel pour nous, comme ça a été dit précédemment, pour la confiance de toutes les parties prenantes. On va dire que la traçabilité, c'est vu comme une manière pour nous de garantir que les dons, l'argent qu'on nous confie est utilisé, comme je disais, depuis le don jusqu'au patient. Donc nous, on travaille dans 12 pays en Afrique, on travaille dans des zones de conflit, on travaille sur des épidémies comme le choléra ou comme Ebola. Mais finalement aussi, la traçabilité, c'est une manière pour nous de garantir la qualité aussi des soins. Et c'est aussi une manière finalement de maintenir un engagement vis-à-vis du patient. Donc on peut le voir dans l'autre sens, c'est du patient jusqu'au donateur, en fait, qui est aussi le lien dans les deux sens. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, la traçabilité, ça va nous pousser à une exigence qui va faire qu'il y a une meilleure qualité des soins pour les patients au final. Alors on reste un instant avec vous, Guillaume, puisque on est en pleine crise sanitaire, donc on est ravis de vous avoir en visio sur ce plateau. On voudrait que vous nous parliez justement de l'exemple que vous avez connu, celui d'Ebola, vous le citiez. Comment vous avez suivi à ce moment-là le processus? Quels étaient les moyens mis en œuvre justement pour assurer cette traçabilité? Racontez-nous, on revient quelques années en arrière. Oui, tout à fait. Alors à Lima, on répond à des épidémies, notamment Ebola.
Donc, par exemple, sur la RDC, nous, on avait pu travailler sur un essai clinique thérapeutique. Donc là, ça veut dire qu'il faut garantir une traçabilité très importante, notamment être capable de maintenir la qualité depuis un médicament qui va être fabriqué, par exemple, aux États-Unis jusqu'au Nord Kivu en RDC dans une zone de conflit. Et là, on va même plus loin parce qu'il faut produire de la science. Donc, c'est un essai clinique, il faut pouvoir randomiser et faire en double aveugle. Donc, ça veut dire que quand on se donne les moyens et quand on se donne les équipes pour le faire, c'est possible, même dans de la médecine humanitaire, d'avoir une traçabilité de très haut niveau, puisque ça va jusqu'à produire un papier dans des revues scientifiques. Et là, c'est ça qui nous a permis d'identifier 2 traitements qui peuvent soigner Ebola. On rappelle le contexte, puisque aujourd'hui on est un petit peu versé dans tout ce qui est vaccin, épidémiologie, en tout cas un petit peu plus qu'il y a un an. Ebola à l'époque, la létalité est extrêmement forte. C'est moins contagieux, mais ça tue à peu près, c'est quoi, 60% des contaminés. Oui, alors effectivement, Ebola, c'est une maladie qui fait très peur. C'est 60% de létalité avant qu'on ait découvert les traitements. Donc là, maintenant, on a des traitements depuis 2018 grâce au travail d'Alima, mais aussi de l'OMS, de différents partenaires du NIH aux États-Unis. Mais effectivement, c'est une maladie qui est très létale, qui n'est pas très contagieuse, par exemple, par rapport au Covid. Maintenant, tout le monde connaît le R0, etc. Mais là, en général, c'est quelque chose qui est transmis par les fluides, donc c'est moins létal. Mais c'est quand même une maladie qui est très préoccupante et surtout qui est très négligée. Donc, nous, l'intérêt pour nous de notre travail, c'était de permettre d'avoir une nouvelle solution pour équiper les patients pour avoir une solution. Donc, on voit bien maintenant l'intérêt d'avoir un traitement, ça change complètement la donne. Donc maintenant, dès qu'on a un traitement, on améliore la qualité de la prise en charge et la réponse de la population est différente parce que l'Ebola, c'est une maladie qui fait très peur. Et donc là, c'est vraiment un changement majeur qui change la donne en fait d'avoir des traitements. Le défi pour vous, si je me souviens bien, c'était de faire venir des traitements de San Francisco, donc au cœur pratiquement du monde occidental, jusqu'à, et de l'autre côté de la planète, en plus ça pourrait être en Europe, mais de San Francisco jusqu'à des zones de conflit, des zones un peu de non-droit. Oui, voilà, nous on travaille par exemple là, la 10e épidémie en RDC, c'était au Nord Kivu, donc c'est à l'est de la RDC, de la République démocratique du Congo. Il y a des zones où il y a eu des attaques sur les centres de traitement des différentes ONG et on essaye de faire ce pont justement entre de la très haute technologie. Certains des traitements, par exemple, c'est du Régénéron, on en a entendu parler parce que c'est des traitements qui sont utilisés sur le Covid maintenant, mais c'est des nouvelles molécules qui ont montré une efficacité contre Ebola et donc là on a pu faire ce pont-là entre la plus haute technologie médicale et des patients qui sont dans des zones de conflit, qui n'ont pas d'argent et qui vont recevoir une très haute qualité de traitement. Donc ça, c'était une prouesse pour nous et pour beaucoup d'acteurs de réussir à faire ça. Et voilà, et c'est effectivement dû à cette traçabilité qui a permis de réduire évidemment le risque de détournement et puis aussi d'optimiser et de mettre en place différents protocoles. Oui, voilà, la traçabilité, nous, c'est un outil en fait pour nous. À partir du moment où on arrive à voir comment ça fonctionne, par exemple pour la malnutrition, qui est aussi une de grosses problématiques sur lesquelles on travaille, nous, on peut suivre depuis le don, comme je disais, jusqu'à un enfant qui va recevoir, par exemple au Niger, un aliment thérapeutique, par où c'est passé, parce qu'on doit suivre la qualité, du stockage aussi, notamment des aliments. Mais en fait, ça nous a permis aussi de définir des moyens d'augmenter la performance. Donc là, on a défini un nouveau protocole et vu qu'on a une traçabilité, on peut comparer l'ancien protocole au nouveau protocole et montrer que c'est jusqu'à 2 fois plus efficace le nouveau protocole qu'on est en train d'essayer. Donc finalement, la traçabilité, ça nous donne les bases, les datas, les données qui vont nous permettre de dire voilà, où est-ce qu'on peut optimiser, où est-ce qu'on peut être meilleur et tout ça au bénéfice au final du patient, mais aussi du donateur parce que lui, il augmente l'efficacité de son don. On reste un instant évidemment sur le problème sanitaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a ce vaccin qu'on attend tous pour peut-être développer une immunité collective et reprendre notre vie d'avant, ou une vie encore mieux, on l'espère. Jacques Pomereau, une question justement sur le contrôle de ces doses. Je crois que Bureau Veritas, qui est un de nos fleurons du contrôle et de la traçabilité en France, est-ce que la société est impliquée ? Absolument. Bureau Veritas, comme vous le rappelez, c'est une entreprise qui, depuis 200 ans, en France et dans le monde entier, est une tierce partie de confiance. Donc, quand on a des besoins de confiance, on trouve des solutions pour les apporter. La question de la traçabilité des vaccins est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Les gouvernements, les autorités, les élus locaux se demandent où sont mes oses. Est-ce qu'elles sont bien stockées? Est-ce qu'elles ont quitté l'usine? Est-ce qu'elles sont stockées dans les bonnes conditions de température? On sait que certains vaccins sont très très techniques. Et donc on a développé une solution qui s'appelle V-Trace,
qui propose justement de donner cette complète transparence sur l'état des stocks, de la production jusqu'à l'injection aux patients avec un système de code barre. Du labo, de l'usine finalement jusqu'à finalement l'hôpital ou le lieu d'administration. Le lieu d'administration du vaccin, oui. D'accord, on est capable de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait pour, on parlait tout à l'heure de l'alimentaire, qu'est-ce qu'on fait pour rassurer le consommateur aujourd'hui, le patient? Vous le dites à juste titre, savoir d'où vient son vaccin c'est une chose, mais on n'a pas attendu la crise pour vouloir manger des aliments sains. Et on sait que le bio, notamment, est une tendance forte. On a en fait deux besoins. Est-ce que ce que je mange, est-ce que j'achète est vraiment produit de façon bio ? Et pour ça, on a envie qu'une tierce partie indépendante vienne contrôler littéralement à la ferme, chez le producteur, la façon dont le produit est élevé. Et deuxièmement, on a une tendance qui augmente en ce moment, c'est le localisme. J'ai envie de manger français, j'ai envie de manger près de chez moi. Et là encore, on a des méthodes pour savoir d'où vient l'aliment. On a même développé, en utilisant une solution blockchain, quelque chose qui permet de savoir sur les boîtes de thon, est-ce que le thon que j'achète a été pêché dans des eaux autorisées de façon bio, on va dire, et avec un système de code barre, vous pouvez savoir sur la carte où votre thon a été pêché. Pascal, je sais que vous êtes sensible à toutes ces questions. Vous êtes autrice du manifeste, c'est ça, pour consommer mieux ou plus bio en tout cas. C'est des questions qui vous préoccupent et que vous mettez en œuvre d'ailleurs dans votre propre société. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai écrit un livre, un petit manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat, qui est dédié aux TPE, PME, pour donner des clés pour commencer à agir pour l'environnement. Et je fais partie du collectif d'entrepreneurs 1% pour la planète. Donc, ce sont des entrepreneurs qui consacrent 1% de leur chiffre d'affaires à du mécénat en faveur de l'environnement. Et pour revenir sur le sujet de la traçabilité ou de la preuve, eh bien, on a un petit logo 1% qu'on peut afficher et qui correspond à une certification chaque année qui est vérifiée. Donc là aussi, c'est des sujets qui peuvent rassurer, ou en tout cas qui peuvent contribuer à rassurer le consommateur ou l'épargnant. Ouais, j'ai une question un peu poil à gratter pour vous, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la finance, pour le coup, a voulu bien faire et mettre des labels ou des tampons. Et aujourd'hui, il y en a tellement que finalement, en tant qu'investisseur, pour placer mon épargne, je vais être un petit peu perdu. C'est la même chose d'ailleurs sur les Nutri-Score et tout. Il y a un peu une guerre des... À un moment, on a l'impression que l'inflation de labels fait aussi noie un petit peu le poisson. Alors, c'est vrai, d'où l'intérêt d'avoir un bon conseiller qui va aider, qui va aider son client à y voir plus clair. Mais c'est vrai que ça peut perturber aussi les conseillers justement à faire le tri dans les sociétés plus ou moins engagées. Une société comme Ecofi, ça fait partie des belles maisons de gestion très engagées dans l'investissement responsable. Donc, je crois que les labels ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est, on revient à ces sujets-là, de la rencontre avec les sociétés de gestion, la connaissance, soulever le capot, passer du temps. Bon, l'humain, voilà, on retrouve toujours ce sujet-là pour, au-delà des labels qu'on peut avoir, en tout cas pour essayer de ressentir une profondeur d'engagement ou une volonté de faire bouger les lignes. Ouais, même si c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, de rencontrer les uns et les autres. À part la crise sanitaire et son cortège effectivement de ce que ça implique, évidemment, il y a des entreprises aussi qui sont aujourd'hui un petit peu sur le flanc, qui attendent de pouvoir réouvrir. Vous en accompagnez certaines chez Bureau Veritas, vous les aidez justement à mettre en place des protocoles pour réouvrir plus rapidement. Absolument. Dès le mois d'avril, on s'est tout de suite demandé comment peut-on aider nos clients, comment peut-on aider les entreprises à donner de la confiance et à redémarrer leur activité. On a donc aidé notamment plusieurs grands groupes, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale à écrire les premiers protocoles sanitaires. Mais là encore, le besoin de rassurer les salariés, les partenaires sociaux, les clients qui se rendent dans un hôtel ou un centre commercial était important. Donc on a aussi eu de nombreuses missions, des milliers de missions de labellisation. Envoyer des auditeurs sur site pour attester que les protocoles sanitaires non seulement sont définis au siège, mais sont vraiment en place sur le terrain. Et la transparence, la traçabilité est telle qu'on a un site internet qui permet à tout un chacun de taper le nom d'un hôtel ou d'un site et de voir si le label a bien été reçu et s'il est encore valide aujourd'hui, janvier 2021.
Ouais, voilà, une bonne initiative, en tout cas, à encourager. Guillaume Leduc, toujours avec nous, l'ami Guillaume. On se pose la question, justement, quels sont les freins aujourd'hui à cette traçabilité, notamment dans le secteur sanitaire? Oui, alors c'est très vaste le secteur sanitaire. Nous, sur la médecine humanitaire en particulier, la difficulté, encore une fois, c'est qu'on travaille, nous, dans des zones peu accessibles par définition. Par exemple, on travaille au nord Mali ou au nord du Nigeria. Donc on est obligé, nous, de déployer des moyens nous-mêmes en interne pour exercer ce contrôle. Après, ce à quoi on procède aussi, c'est des audits, des checks par des tiers, hein. Donc nous, on est financé par exemple par la Commission européenne ou par les Nations Unies qui, eux, vont aussi effectuer des vérifications et ça, c'est très utile pour tout le monde. Mais effectivement, la traçabilité, ça a effectivement un coût, ça demande de l'énergie. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de la lier directement à la performance. C'est-à-dire que ça nous permet d'optimiser les meilleurs traitements. Et si on voit ça, on va être plus enclin à investir dans cette traçabilité parce qu'on sait qu'elle finalement, elle va générer aussi des gains de productivité et d'énergie. Ouais, ça veut dire aussi pour vous que c'est tout un réseau en fait que vous êtes obligé de mettre en place avec différentes d'autres ONG, d'autres hôpitaux, des structures un peu à tous les niveaux, hein, voilà, il faut mettre en place ce network, j'allais dire. Oui, c'est ça. Alima, hein, l'organisation que j'ai cofondée, ça veut dire l'Alliance pour l'Action Médicale Internationale. Et toute l'idée, c'était ça, c'est de s'appuyer sur un réseau, sur une alliance de différents partenaires qui va des ONG locales sur place à des instituts de recherche internationaux. Donc, on travaille avec l'INSERM ou avec Oxford, par exemple. Et en combinant ces différents points de vue à différents niveaux, on va permettre d'améliorer les projets d'aide humanitaire, de les rendre plus efficients, à la fois plus adaptés au niveau des populations locales, mais comme on le disait tout à l'heure, en utilisant aussi les meilleures techniques, le plus haut niveau de savoir qu'on a actuellement en médecine. Ouais. Ça veut dire que vous êtes en mesure aujourd'hui, pour chaque patient, d'avoir un dossier médical, de savoir exactement ce qui est administré à qui? Oui, voilà, nous, on soigne environ 1,2 million de patients par an dans 12 pays en Afrique. Et pour chaque patient, nous, c'est une exigence médicale, c'est de pouvoir justement suivre quel est son état de santé, donc quelle est sa fréquence respiratoire. S'il est hospitalisé, on va avoir d'autres mesures vitales qu'on va suivre. Et donc ça, c'est aussi une forme de traçabilité très importante pour nous. Elle est même, on va dire, vitale, quoi. Donc nous, on s'appuie après sur ça pour garantir la qualité. Est-ce que les protocoles médicaux sont bien respectés pendant un accouchement ou pour un enfant malnutri? Et finalement, est-ce qu'il a reçu le bon nombre de doses de sachets pour arriver à la guérison? Tout ça, c'est des choses qu'on contrôle en permanence pour respecter les standards, mais pour même les dépasser, vu que c'est une des ambitions d'Alima, c'est de transformer la médecine humanitaire à travers l'innovation. Ouais, je crois que d'ailleurs vous utilisez de plus en plus aussi les nouvelles technologies pour modéliser, essayer d'être encore plus performant. Je crois que vous avez pu ainsi, avec l'utilisation des datas, aider de plus en plus d'enfants à travers le monde. Oui, voilà, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait des protocoles de la malnutrition qui dataient de 2005, qui n'avaient pas du tout été challengés depuis des années. Et donc, on a développé un nouveau protocole qui nous permet d'optimiser la prise en charge de la malnutrition aiguë. Et avec ce protocole-là, on va réussir à soigner environ 2 fois plus d'enfants avec la même quantité d'aliments thérapeutiques. Donc ça, c'est un gain de productivité énorme, mais l'impact de ce gain, c'est de sauver des millions de vies par an. Ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas uniquement pour notre organisation, mais ça va s'appliquer dans d'autres zones, dans d'autres pays, puisqu'actuellement, il n'y a que 15% des enfants malnutris aigus sévères qui sont pris en charge. Or, on peut faire beaucoup mieux. Donc là, rien qu'en mesurant bien nos datas, en utilisant bien ces ressources, on va optimiser et donc on va générer plus de soins avec la même quantité de cash et de staff, quoi. Donc c'est vraiment un gain de productivité majeur. Voilà, la digitalisation aussi, hein, bien sûr, qui apparaît dans tous les circuits et on le voit aussi parmi les ONG. C'est important, ces data, cette digitalisation. Alors, j'espère qu'on ne va pas en venir effectivement au docu-fiction où on est tous, voilà, on a complètement perdu notre identité personnelle, on se fond dans un grand magma et on est dirigé par, on l'a vu, ces ordonnanceurs. Pour autant, c'est vrai que ces data aujourd'hui, quand elles sont collectées, elles permettent, Jacques Pomereau, effectivement d'être, on le voit, beaucoup plus performant. Absolument. D'une part, performant en termes de traçabilité, puisque ce qu'on cherche à tracer est de plus en plus complexe. Prenez l'énergie verte. On parle beaucoup en ce moment d'hydrogène vert.
Mais qui me dit en tant que consommateur que mon hydrogène a été produit dans une usine qui stocke le CO2 qui est issu de la fabrication et qui me dit que l'électricité utilisée pour cette réaction était bien verte. Donc là, il s'agit de tracer un bien finalement immatériel. Donc les data, les nouvelles technologies sont de plus en plus importantes. Deuxièmement, la traçabilité a un coût et la société ne peut pas se permettre un coût qui explose. Donc il faut utiliser ces nouvelles technologies pour assurer de la confiance de nouvelles façons, de façon qui se focalise sur les risques les plus élevés, mais de façon aussi économique. Et oui, bien sûr, il y a l'équation économique qui est très importante. Pour ce qui concerne effectivement les fonds, on en revient à la finance dans cette conférence, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs qui nous regardent. Il y a le danger aussi peut-être, bon, on le disait déjà, bon, alors de surlabelliser, on va dire, et puis que certains ne jouent pas tout à fait le jeu et se donnent voilà, sous des arbords voilà, très intéressants. On parle de greenwashing en particulier. Ils ne jouent pas tout à fait le jeu. Voilà, on s'en donne la couleur, on s'en donne le goût, mais c'est pas exactement ce qu'on a à la fin. Comment on peut lutter aussi contre ça, Pascal Bossand ? Alors, c'est vrai que déjà, sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on est passé d'un temps où on se disait finalement pourquoi investir dans l'investissement responsable à comment investir dans des placements responsables. Et le comment, il est difficile, encore une fois, parce qu'on a cette sélection à faire. Je pense qu'on ne coupera pas à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à une proximité, à l'humain. Moi, c'est vrai que je dirige une petite entreprise, donc je suis très sensible, bien sûr, à l'humain, à la proximité, au lien qu'on peut créer, au-delà des labels qu'on peut avoir, parce que vous le disiez, on parlait de greenwashing, on peut avoir une société avec un produit vert ou responsable en tête de gondole qui représente 1% des encours, et puis 99% finalement qui représente le gros de l'activité. Ou comme disait Jacques tout à l'heure, par analogie, avoir des tomates bio, mais finalement c'est fait dans des conditions ou dans un pays à côté d'un champ non bio, donc ils ne respectent pas du tout. Et finalement on croit acheter quelque chose, mais ce n'est pas la réalité. Donc comment on fait pour... alors vous le dites, donc il faut faire ses devoirs, finalement aller au contact effectivement des gérants. Comment on détecte du coup les vrais bons produits vraiment engagés là aussi, il faut faire ses devoirs finalement, Pascal Bossand. Oui, il n'y a pas de secret, il faut y passer du temps. Moi je suis très attachée à la notion de cohérence, c'est-à-dire entre le business, c'est-à-dire les produits que je vais concevoir ou mettre en avant et finalement ce que je vais faire en interne. Je crois que ça, ce sont des bons indicateurs pour nous aider à essayer d'y voir un peu plus clair. Ouais, alors on l'a vu en plus parmi finalement vos clients, les clients finaux, nous tous investisseurs, il y a un élan effectivement pour des placements qui ont du sens, pour tout ce qui est ISR, donc investissement socialement responsable, plus respectueux aussi de la planète, et on le voit dans les enquêtes d'opinion, on l'a vu tout à l'heure avec Olivier Guillot aussi, c'est une tendance qui est en train de monter, en tout cas de s'affirmer. Voilà, il y avait des prémices, mais aujourd'hui, est-ce que vous constatez parmi vos clients que c'est un élan, c'était un peu gadget, et aujourd'hui on a l'impression que ça doit être mis en tête de gondole, c'est ce que les gens attendent? Oui, alors moi je suis persuadée qu'on n'est pas sur un effet de mode, mais sur une véritable lame de fond. Après, je crois qu'il faut quand même rester modeste sur ce sujet-là. On n'a pas une demande spontanée de la part de nos clients finaux particulièrement importante. Il faut leur en parler. Exactement. La demande spontanée reste rare, embryonnaire, alors que lorsqu'on amène une pédagogie ou une proactivité sur ces sujets-là, eh bien, on a un intérêt immédiat. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter bien sûr à lancer la perche sur ces sujets-là et apporter des idées d'investissement à nos clients qui ne demandent que ça, quel que soit leur âge. Quel que soit leur âge, oui. Et on a l'impression quand même que ça pousse du côté des jeunes générations, mais finalement... pas que. Pas que. Si je peux surenchérir, j'ai senti un vrai tournant cette année. Il n'y a pas un dirigeant de grand groupe et de TI qui n'est pas les sujets de RSE vraiment en priorité. Et dans beaucoup de cas, on le sent aussi auprès des conseils d'administration qui nous disent de plus en plus, maintenant le dirigeant a une partie de sa rémunération sur l'atteinte d'objectifs RSE. Mais du coup, il faut auditer ces résultats. Comme des résultats financiers, il faut un audit, il faut une tierce partie qui s'assure que ce n'est pas du greenwashing, c'est réel. On sent cette tendance.
Bien sûr. On va demander aussi, on va poser la question aussi à Guillaume, évidemment. On peut se poser la question aussi, Guillaume, des freins, finalement, la traçabilité. On voit en tout cas qu'elle est pratiquement indispensable. Un des freins qui vient en tête, c'est peut-être le coût. Il y a un surcoût quand même à cette traçabilité quand vous faites tous ces efforts sur le terrain. Oui, parfois il y a des contraintes et c'est là où on a besoin de personnes qui comprennent justement que nous, dans l'associatif, souvent on nous voit comme des petites structures pas forcément organisées, alors que nous, on a 2000 employés, on a 75 millions d'euros de budget annuel, on est audité des quinzaines de fois par des bailleurs, donc en fait on est très structuré et très efficace, mais parfois ce qui nous manque, c'est des investisseurs ou des gens qui ont une logique et qui voient la valeur justement de l'investissement là-dedans, donc qui acceptent de dire, moi je veux aussi financer du médicament, mais je veux aussi m'assurer qu'il y a les moyens de contrôler que tous ces projets-là sont bien gérés. Et il y a une forte demande des donateurs de la transparence financière, comment on gère ça et qu'il y a un bon équilibre. Donc c'est vraiment une question d'équilibre, comme ça a été dit, on ne peut pas faire la traçabilité à un prix trop important, mais il faut qu'on ait un équilibre pour qu'on soit sûr que ça soit bien géré en évaluant là où il y a le plus de risques, évidemment. Mais donc nous, c'est quelque chose où on rend des comptes de manière transparente avec nos rapports financiers à nos bailleurs et à nos donateurs, et aussi en leur expliquant comment on travaille, quelles sont les méthodes qu'on utilise pour faire ça. C'est vrai que l'ensemble, si vous participez effectivement et vous êtes donateur, vous recevez des rapports. Moi, je trouve ça extrêmement bien fait et on sait en tout cas où va l'argent et c'est très rassurant. En tout cas, ça donne envie de continuer à contribuer. Une question là pour tous ouverte. J'ai l'impression que si on pousse effectivement jusqu'où on peut pousser cette traçabilité, on l'a vu dans le documentaire, on n'a pas envie de vivre comme ça. Mais est-ce qu'au final, ça va pas se faire au détriment de nos libertés? Je prends un exemple. À force de labels, par exemple sur le bio, on en revient. Que tout le monde peut connaître, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une consommation à deux vitesses, c'est-à-dire des citadins fort pouvoir d'achat qui sont capables finalement d'avoir cette information et de s'en emparer, et puis les autres un petit peu plus contraints qui n'ont pas les moyens et qui vont finalement aller sur d'autres produits moins sains, moins bons? Alors le système est vertueux, au sens où quand des chaînes logistiques, des chaînes de production se mettent au bio, et ben ça tire toute la filière vers le haut, à la fois par effet compétitif, mais par aussi économie d'échelle et industrielle. Donc ce système vertueux s'applique de manière générale aux démarches qualité. C'est le principe d'être labellisé ou d'être certifié dans des démarches qualité, sécurité, hygiène, santé. On l'a vu notamment pour le Covid. Les marques qui faisaient le premier pas, l'effort de se faire labelliser en disant j'ai les protocoles en place pour accueillir mes clients et mes salariés, inciter les autres à le faire. Donc on pense vraiment à ce système vertueux vers plus de traçabilité, plus de sécurité. On a une question, puisque je vous l'ai dit, la conférence est interactive. Une première question qui fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la data. Le développement en cours de la blockchain n'est-il pas la solution pour le fléchage des investissements et la transparence du marché de bout en bout? Le blockchain, ça vous parle? Absolument. Alors, la blockchain a un coût aujourd'hui. Mais par exemple, nous venons d'annoncer dans le domaine de l'hydrogène vert, avec un partenariat avec le CEA et le groupe Engie, une façon de tracer de façon sécurisée l'origine de l'hydrogène. En revanche, on a essayé dans l'alimentaire, on s'est heurté à cette barrière du coût à l'époque. Donc clairement, on pense que c'est une technologie qui est extrêmement utile pour la traçabilité, qui a un avenir, mais qui doit encore maturer un petit peu dans certains domaines, grand public en particulier. Guillaume Leduc, justement, là aussi, on parlait tout à l'heure des data. Est-ce que ça peut être envisagé aussi dans votre secteur, cette idée d'une blockchain, d'une traçabilité encore plus grande grâce au numérique? Oui, nous, par définition, notre ambition, c'est d'essayer de combiner un peu l'image de l'humanitaire classique qu'on imagine un peu dépourvu avec ce qui est disponible en réalité maintenant comme technologie. Donc nous, nos médecins, ils ont accès, ils ont tous des smartphones, ils ont des tablettes, ils peuvent saisir des données, ils peuvent se connecter de plus en plus. Donc on peut imaginer d'intégrer des choses comme le blockchain dans certains process de suivi. Après, c'est vrai que nous, actuellement, on est aussi obligé d'une certaine sobriété pour avoir une certaine efficacité. Donc après, ça va dépendre des pathologies. Par exemple, sur un patient Ebola, c'est là où on va en général avoir plus de
moyens pour répondre à une urgence. Mais il faut parfois savoir que pour traiter un cas de palu qui coûte 2 euros, on a du mal à mobiliser des bailleurs parce que c'est des crises qui sont parfois négligées. Donc on a des contraintes de ressources aussi qui nous imposent de faire d'autres choix. Mais pourquoi pas? Bon, voilà, bon, l'avenir nous le dira. Là, en tout cas, on n'a pas un avenir aussi sombre, hein, quand même, qu'on peut se servir aussi d'une technologie heureuse, hein, Pascal. Parce que la blockchain, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en finance, hein. On nous propose souvent une révolution de la finance numérique. Bon, ça arrive pas à pas. Pour l'instant, hein, je crois que les clients que vous conseillez, bon, ils vous en parlent pas trop. Non, ça reste des sujets embryonnaires pour l'instant qui nous intéressent bien sûr, qui nous intéressent. Après, moi, je fais partie de ces partisans, comme beaucoup de mes confrères, qui ont envie de conserver l'humain au cœur d'une relation de conseil, de long terme, de manière peut-être classique et traditionnelle. Alors, avec, bien sûr, des outils technologiques à notre disposition, évidemment, mais je crois que c'est important de conserver, surtout dans ces contextes, vraiment le rôle et l'humain au centre de tout. Ça revient souvent, hein, l'humain dans votre bouche, Pascal, et c'est tant mieux. Comment vous faites en ce moment? C'est compliqué, parce que pas de relations physiques, pas de rendez-vous, si vous arrivez quand même à en faire un peu? Moins, mais tout de même, il y a quand même tout de même des rendez-vous qui peuvent se tenir. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours le téléphone, les visios qui peuvent aider en complément, mais je crois que ça nous manque. Hein, Ça manque à tous, évidemment. On a envie voilà, que ça change, évidemment. Pourquoi pas, je le disais tout à l'heure, voilà, de laisser un petit peu de liberté en chemin. Est-ce qu'on y est prêt, à votre avis, Jacques Pomeroy? Je n'ai pas de boule de cristal. Je pense que sur certains sujets, on est prêt à demander ou à être plus encadré. On le voit en ce moment d'ailleurs avec cette crise sanitaire, mais l'humain est extrêmement important et c'est une puissance vitale et le fait de vivre implique aussi certaines libertés, certaines possibilités. Donc on trouvera, je pense, un équilibre loin de vos 3 scénarios de l'introduction. Bon, très bien. C'est vrai que ça fait le lien avec le thème de cette conférence, hein, traçabilité, un monde sous contrôle. On comprend, si je résume un petit peu les éléments, que cette traçabilité, elle est nécessaire. Elle a un coût pour tout ce qui est du médical et de la santé. Guillaume, on l'a vu, effectivement, c'est nécessaire, c'est même indispensable aujourd'hui. En tout cas, ça évite bien des soucis. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot et justement peut-être lancer un appel pour Alima, pour qu'on vous connaisse un petit peu plus, Guillaume? Oui, donc effectivement, nous, une des ambitions d'Alima, nous, c'est de transformer la médecine humanitaire à travers l'innovation et une gouvernance inclusive. Donc, c'est une ONG qui a été créée en 2009 par des anciens de Médecins sans frontières. Et actuellement, nous, on est soutenu notamment par Ecofi aussi et par d'autres organismes pour accompagner notre développement et c'est une bonne chose. Mais on est toujours à la recherche de gens qui veulent s'impliquer, donner du sens aussi à leurs investissements et on est totalement ouvert à créer des partenariats avec différentes personnes qui veulent nous aider pour donner au plus de personnes possible dans les zones de forte mortalité accès à des soins de qualité quand c'est possible. Et en plus, on est sûr, hein, grâce à cette conférence, eh bien, que ça arrivera à bon port, en tout cas que ça sera transformé et que ça aidera véritablement. Pascal Bossan, votre actualité, nouveau bouquin en préparation ou pas encore? Un livre de recettes pour cuisiner les légumes. Ça, c'est un projet personnel. Et puis les légumes bio, j'espère. Oui, bien sûr. Et toujours la mise en avant de l'investissement responsable. Ouais. Moi, j'ai constaté qu'il y avait vraiment une appétence et une écoute beaucoup plus forte en 2020 en particulier de la part de nos clients finaux. Donc, je pense que mettre ces sujets-là sur la table, c'est porteur et je pense que nos clients aussi, même s'ils ne l'expriment pas, attendent de nous qu'on en parle. 2021, justement, après cette crise sanitaire, on n'est pas après malheureusement encore, mais ça va changer quelque chose pour justement les investisseurs, ceux qui nous regardent, la façon d'investir. On va se dire, bon, maintenant il faut vraiment que ça change, il faut vraiment qu'on pense peut-être plus à l'humain justement. Est-ce que c'est l'année zéro finalement d'un nouveau mode d'investissement, d'un nouveau type d'investissement? Je pense que c'est plus long que ça dans le domaine de l'épargne. On en parlait tout à l'heure, des frémissements, des signaux qui sont positifs sur ces sujets-là. On a surtout l'offre qui se développe, et ça c'est bien sûr une bonne nouvelle. Donc une offre qui se développe, des clients plus à l'écoute. Maintenant, c'est à nous encore et toujours de continuer à faire notre travail de pédagogie, toujours dans le contexte global d'accompagnement dans la durée de nos clients.
Jacques, alors il y a une question qui vient d'arriver, donc je vous la pose. Comment en agroalimentaire, les producteurs, productrices bénéficient aussi de la traçabilité en agroalimentaire? C'est vrai que c'est un vaste sujet. Absolument. Alors, plusieurs solutions, technologiques ou pas, mais notamment, nous, on travaille, y compris en Afrique ou partout dans le monde, avec nos laboratoires sur la qualité des produits agricoles qui sont importés en Europe ou dans le commerce mondial. Et donc, il y a tout un système de traçabilité sur telle cargaison achetée avec telle qualité et qu'on retrouve de bout en bout. Les producteurs en bénéficient aussi parce que on a fait, par exemple, un sondage annuel sur des producteurs bio français. Ce qu'ils nous disent cette année, les résultats sont clos en décembre, c'est que pour un bon tiers d'entre eux, être bio, ça correspond à leur engagement personnel, à leur conviction. Donc ça, c'est un bénéfice de bien-être. Mais pour un bon tiers d'entre eux, c'est un bénéfice économique. Ça leur permet de gagner plus d'argent. Et vous avez encore une quatrième grosse catégorie qui dit ça assure la pérennité de mon exploitation dans le long terme. Donc là, il y a un clair avantage à s'engager dans cette démarche et du coup avec ces contraintes de traçabilité. Voilà, qui répond à la question. En tout cas, merci pour l'ensemble de vos questions. Et puis, on arrive au terme de ce débat. C'est vrai, ça passe très vite, hein, surtout quand on est avec des sujets comme ça très intéressants et très divers aussi. Voilà, pour terminer ce sujet traçabilité, un monde sous contrôle. Merci en tout cas à Jacques Pomereau, directeur général France, Afrique et Services au gouvernement de Bureau Veritas. Merci Pascal Bossan, fondatrice du cabinet de gestion de patrimoine Bossan Conseil. Allez la voir, voilà, si vous êtes intéressé par tous ces investissements qui font du sens. Et puis Guillaume Leduc, cofondateur et directeur du développement d'Alima. Merci Guillaume. Et puis allez visiter le site. N'hésitez pas à faire des dons. Je crois que c'est défiscalisé en plus, hein, donc c'est parfait.